Mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, Oui. mes chers amis, dans près de 40 jours, ce sera le premier tour. Dans 40 jours, ce sera le premier tour, et dans 60 jours, le premier jour. Parce que nous aurons convaincu. Et ce qui aura fait la différence est là, parler librement et directement aux Parisiens. Être le seul à parler directement aux Parisiens. Paris nous oblige à dépasser le concours de propositions irréalistes, la démagogie ou le jeu des alliances glaciales. Donc à nous dépasser. À chaque Parisienne que je rencontre, à chaque Parisien qui se raconte, je découvre un nouveau Paris. Et c'est à la fois la plus belle ville du monde et le trésor de celui qui l'habite et de celle qui l'a visité. Le mien, mon Paris, c'est cette ville où je suis allé à la rencontre de moi-même. Introverti, j'y suis devenu extraverti. Paris m'a permis d'embrasser le monde. J'y ai débuté une aventure scientifique qui m'a conduit à arpenter l'Europe et tous les continents. J'ai choisi mes premiers engagements européens, aux côtés de Guillaume Crossat, que je vois ici au premier rang. Paris m'a permis d'embrasser l'autre, les autres. J'ai découvert l'engagement associatif, les passerelles entre les sciences et la création, la rencontre des différences autour de rêves partagés, les ponts entre les curieux et seuls, et ceux qui veulent partager leurs connaissances. Tous les fils de ma trajectoire convergent aujourd'hui. Et tous passent par Paris. Je suis un scientifique humaniste, je suis un engagé, porté par la volonté de transmettre, de transformer, d'impliquer les talents et les énergies, de casser les murs entre les territoires, entre les personnes et dans leur tête. Et je suis candidat au nom de cette vision. Songeons aux petites idées efficaces et aux grands projets exaltants et faisons le compte de tout ce qui les freine, ces barrières et ces œillères, qu'elles soient administratives, idéologiques ou partisanes. Le nouveau Paris, les Parisiens d'aujourd'hui et de demain l'attendent. Les appareils l'empêchent, ou du moins s'arrangent pour les vider de son sens. Une démocratie plus directe, qui soit un vrai levier d'implication citoyenne. Les Parisiens l'attendent, les appareils l'empêchent. La sécurité, la police municipale, réalisée dans tant de villes de France, les Parisiens l'attendent depuis longtemps. Les appareils l'empêchent. Alors, quand on me dit « vous ne représentez aucun parti », je réponds « aucun ». Et je considère comme une chance d'être libre, de ne dépendre d'aucun appareil politique, ni pour les finances, ni pour les ressources humaines, ni pour la stratégie. Réjouissons-nous d'affronter cette campagne en esprit libre, car c'est aussi cela, Paris. Nous sommes forts de nos aspirations et de nos espoirs, de l'intense diversité de nos identités politiques, sociales, géographiques. Nous sommes forts d'un programme sérieux, solide, à la fois crédible et séduisant. J'ose le dire, d'un programme pour gouverner cette cité. À l'heure actuelle, c'est le seul, me semble-t-il. Ne serait-ce que parce que notre légitimité vient d'en bas. Nous la tenons des citoyens, nous la tenons de cette salle ce soir, de vous et de personne d'autre. Nous sommes en ordre de marche. Après 6 mois de campagne, nos listes se complètent, nos rangs se forment. Tout à l'heure, toutes les têtes de liste viendront me rejoindre sur scène. Les 17 listes complètes seront déposées dans 10 jours. Ce seront plus de 500 candidats qui défendront notre projet. Elles incluront bien sûr les 48 Parisiens et Parisiennes tirés au sort parmi plus de 600 volontaires pour accroître la diversité de profils et d'opinions. Ceux et celles que vous avez salués il y a quelques instants. Je veux rendre à Paris tout ce que cette ville m'a donné. Rendre à Paris son audace et sa fierté,
celle que nous n'aurions jamais dû perdre. Rendre à Paris sa beauté, celle dont le monde s'est inspiré. Rendre à Paris sa cohésion, ce brassage, le braquage. Le braquage, c'est un terme électoral. Le braquage aussi sera fécond en l'occurrence, n'est-ce pas mes amis? Ce brassage fécond des couches sociales et des cultures quand elles se mélangent, aujourd'hui menacé par une nouvelle ségrégation territoriale. En un mot, je veux rendre le pouvoir. Rendre le pouvoir aux Parisiens. Parmi les cloisons qu'il nous faut abattre, il y a cette barrière invisible entre l'engagement citoyen et le lieu de la décision. Comme si les élus, une fois élus, voulaient se protéger de ceux qui les ont portés là. Jamais je n'aurai ni envie ni besoin de me protéger de vous. Et je resterai tel que je suis avec vous, tel que nous sommes ensemble, libres, curieux et déterminés. Je me suis engagé en politique parce qu'enfin se dessinait une alternative au monde obsolète des appareils. Dès 2017, nous les dénoncions. Et il y a parmi vous bien des compagnons de cette belle campagne, n'est-ce pas? Et je sais que, comme moi, vous n'avez jamais abandonné ces idéaux. Ma vision pour Paris s'est nourrie de vos idées, de vos énergies, de votre volonté de changement. Ce changement allie l'urgence et la nécessité, nos exigences pour le quotidien et nos devoirs envers l'avenir. Nous ne pouvons détourner les yeux de l'insécurité ou de la saleté de Paris. Nous ne pouvons fermer les yeux sur la détresse et la misère dans nos rues. Nous ne pouvons pas plus ignorer que le temps nous est compté pour accomplir les grandes transitions du XXIe siècle. Et mon programme tient en une phrase, une seule. Je veux réparer le Paris de 2020 et en même temps préparer celui de 2030. Ce programme décidera le nouveau Paris. Vous pouvez le consulter dès ce soir sur mon site internet, cédricvillani.paris, tout simplement. Ce programme puise à mes convictions profondes. Je crois au progressisme éclairé. Mon progressisme, c'est celui de Gaspard Monge, qui a réorganisé l'éducation pour servir la patrie au temps de la Révolution française. Celui de Jean Perrin, qui à l'époque du Front populaire a créé le Palais de la Découverte, avant de s'engager pour la création du CNRS, pour apporter à tous et toutes l'émerveillement et les bienfaits de la science. Pour partager l'émerveillement de la science, un bien si précieux à l'époque des fausses nouvelles qui se propagent et des polémiques qui divisent. Une conviction partagée avec Étienne Klein, le plus célèbre de nos vulgarisateurs, ici au premier rang. Une conviction partagée avec Laurence de Villers, l'une des plus grandes spécialistes mondiales de l'éthique des algorithmes. Laurence, qui décline aujourd'hui dans notre monde moderne l'adage de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je crois en la science au service de l'écologie. La transition environnementale doit se nourrir du progrès. Elle ne pourra se réaliser sans l'appui des sciences et des technologies les plus avancées. En un mot, sans la raison. Eh oui. Et pour faire naître cet éco-progressisme, cessons d'opposer l'écologie et le progrès. Cessons de mettre les gens dans les cases. Cessons de cloisonner la science et la politique. Et je vois, au premier rang,
Pascal Durand, Isabelle Saporta, Mathieu Orphelin, Jean-Christophe Mikhaïlov, qui tous partagent cette vision d'une écologie qui franchit les frontières, bien ancrée dans le progrès. Je défends également un libéralisme égalitaire qui réconcilie la liberté et l'équité, une société où la dignité de chacun et la solidarité sont aussi des critères d'efficacité, des moteurs de la cohésion nationale. Pour transformer le monde, il faut en corriger les inégalités le plus en amont possible, et en premier lieu à travers l'éducation, à travers la culture. Et moi, dont la carrière a été tout entière faite dans l'éducation, je fais volontiers mienne la devise, l'idée du grand Victor Hugo, « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Je crois en la connaissance de l'autre, en la rencontre des personnes et des cultures pour dépasser les préjugés, se comprendre, regarder l'histoire en face, rassembler par-delà toutes les différences. Et parmi vous, Inès Rao, Benjamin Stora ou Nasser Ketan, qui ont tant fait pour faire progresser ces idéaux. Je crois en la puissance du collectif et des idées nouvelles. Je crois en la puissance de l'innovation que mon ami Philippe Aghion, ici présent, a tant analysé. Le collectif. Ces dernières semaines, j'ai vu tant de projets magnifiques. Dans le 18e arrondissement, une boulangerie sociale, solidaire, éthique. Dans le 4e arrondissement, une jeune pousse qui invente de nouvelles formes d'accession à la propriété par des transactions automatisées. Une autre qui lutte contre le chômage en intégrant des demandeurs d'emploi dans de jeunes pousses. Chacun d'entre eux veut changer la vie et cherche des partenaires, des associés, des investisseurs, des parrains. Pour moi, c'est cela la politique, l'art de favoriser les bonnes idées au service du bien commun et pas celui de trouver la meilleure façon de piéger l'adversaire. Et c'est avec cette énergie et c'est avec ces convictions que nous allons ensemble changer la capitale pour nous et pour nos enfants, pour aujourd'hui et pour le futur. Nous allons mettre de la fluidité et du bon sens dans la mécanique municipale. Nous allons mettre du pragmatisme dans les projets et de la vision dans le quotidien. Oui. Ce fut mon expérience à la tête de l'Institut Henri Poincaré déjà. Vous savez, quand j'ai candidaté à l'Institut Henri Poincaré, certains pensaient que je ne saurais pas mener de front la stratégie et la gestion du quotidien. Ah, hier comme aujourd'hui, je la connais, cette petite musique. Et j'ai tenu bon. Et j'en veux pour preuve le redressement de l'Institut Henri Poincaré, qui est aujourd'hui bien au-delà même de ce que j'avais promis. Porter à la fois le management et la vision, non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de porter 2020 et 2030, de préparer, de réparer tout à la fois. Et réparer d'abord. Réparer d'abord. Je veux redonner aux Parisiens la maîtrise de leur destin et mettre à leur service leur maison commune, l'hôtel de ville. La maîtrise de l'espace public et du développement urbain. Le pouvoir de circuler, de respirer, de se loger dans Paris. Le pouvoir de s'exprimer sur les grandes transformations de notre ville et d'être entendu. Nous allons remettre de l'ordre dans la ville et de la rigueur dans sa gestion. Les services municipaux, la sécurité, la propreté, la mobilité seront nos premiers chantiers, dès le premier jour de l'élection. Dès la première année, nous réorganiserons la ville de Paris, ses directions, ses 55 000 agents,
pour un meilleur service et de meilleures conditions de travail. Les missions, les formations, les conditions et le temps de travail seront au premier ordre du jour. Cette question du temps est centrale. En organisant le passage aux 35 heures légales, on gagnera l'équivalent de 2000 emplois à temps plein. En étendant les horaires des bibliothèques ou des crèches, nous nous adapterons les services aux réalités de la vie des Parisiens. Nous nous attaquerons à la saleté avec 2 produits efficaces, la proximité et l'innovation. Pierre-Henri, qui a applaudi en premier, je sais qu'il a en tête, dans les quartiers dans lesquels il me représente, bien des situations où ce travail de proximité et d'innovation sera nécessaire. La proximité pour la propreté, parce que les agents seront plus nombreux sur le terrain et sous la responsabilité des maires d'arrondissement. L'innovation, parce que l'innovation est là pour se mettre au service des problèmes du quotidien. Parce qu'il existe des systèmes de reconnaissance des déchets qui permettent de cartographier en temps réel la saleté des villes, d'optimiser les itinéraires, la fréquence et la rapidité des interventions. Quand on sait combien la saleté appelle la saleté et l'incivilité, on mesure l'intérêt de ces solutions. Et comptez sur moi plus que quiconque, c'était le sujet de mon rapport sur l'intelligence artificielle. Quand on invite l'innovation, il ne s'agit pas de rendre l'humain esclave de la technologie, mais bien de donner à l'humain les clés de la technologie. Nous recruterons et formerons rapidement une police municipale de 4500 agents qui patrouilleront à pied et à vélo, qui connaîtront leur quartier et veilleront à la tranquillité de ses habitants. Et nous enverrons ainsi un message clair aux Parisiens, un message qui n'a que trop tardé. La sécurité et la paix dans l'espace public sont un droit fondamental dans tous les quartiers. Nous reverrons le plan de circulation de la ville avec pragmatisme. Le pragmatisme, c'est de faire que ni les piétons sur le trottoir, ni les cyclistes sur leur piste ne soient mis en danger. C'est prévoir les alternatives à la voiture individuelle avant de supprimer des places ou de contraindre la circulation et de condamner les usagers. Et il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est développer l'utilisation de la Seine pour le fret. C'est prévoir un service de navette, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au service de tous, et en particulier des personnes à mobilité réduite, des femmes seules, de tous ceux qui peuvent avoir peur de rentrer chez eux la nuit. Le pragmatisme, c'est se poser les bonnes questions à la bonne échelle. Et en matière de mobilité, on doit raisonner au-delà du périphérique. On doit garantir aux commerçants des accès pour leur livraison et du stationnement pour leurs clients, tout en préparant énergiquement la transition vers les mobilités décarbonées. Penser à la logistique de maintenant et aux grands enjeux du futur en même temps. Ces mesures vont rapidement et efficacement répondre aux préoccupations du quotidien des Parisiens. La confiance et la sincérité seront des valeurs cardinales pour accomplir ce changement. J'y suis prêt. Réparer. Réparer et préparer, 2 faces d'une même vision. Préparer 2030, c'est à nouveau se pencher sur ce qu'on veut réparer dès 2020. Et ce qui est passionnant à Paris, c'est que l'inspiration est permanente et que tout est là en gestation. Baladez-vous le long de la petite ceinture que nous réaménagerons.
nous prendrons le temps aussi de dessiner ce fameux vélopolitain qui changera les circulations, la santé de l'air et celle des citoyens qui pédalent, y compris les écoliers, auxquels on apprendra à circuler en toute sécurité dès la fin de l'école primaire. Nous moderniserons ce formidable outil décarboné qu'est le métro, en contribuant à l'automatisation et à la dépollution de 3 nouvelles lignes, la 13, la 7 et la 8. Je sens qu'il y a dans la salle beaucoup d'utilisateurs réguliers de la 13, de la 7 et de la 8 et qui comprennent à quel point c'est une urgence. Et il faut les moyens. Ce sera un investissement d'1 milliard pour rendre ce métro plus fiable, plus efficace, plus attractif. Pour qu'en 2026, plus de la moitié des déplacements en métro se fassent dans les meilleures conditions. Et oui, on en a besoin. Et nous multiplierons les passerelles au propre et au figuré au-dessus du périphérique, car même si certains ne s'en sont pas rendus compte, il y a 2000 ans que Paris n'est plus une île. Bien sûr, il ne vous échappe pas qu'en filigrane de ces exemples se devine le grand, l'incontournable chantier de l'avenir, déjà évoqué par plusieurs intervenants, l'écologie, en filigrane de tout ce qui nous guide et de tout ce que nous proposons. Et parce qu'elle se mêle de logement, d'urbanisme, de transport, d'éducation, de santé ou encore de bien-être animal, parce qu'elle s'invite dans tous les sujets, elle force le citoyen, a fortiori le responsable politique, à penser au monde, à la ville, au fleuve qui relie le monde à la ville, à l'air que partagent ses habitants, au rapport entre eux et même à leur conscience individuelle et collective. Cela en fait des chantiers. Cela en fait surtout un grand chantier prioritaire. Le grand chantier de Paris décarboné, Paris revégétalisé, Paris vivante et active en 2030. Et ça commence par où? Ça passe par quoi? Côté logement, ça consiste d'abord à accélérer massivement la rénovation thermique des bâtiments, responsable de plus de 20% des émissions carbone dans Paris. Pour être au rendez-vous des ambitions de la COP21, il ne s'agit pas de juste accélérer un peu. Il faut changer d'échelle, passer de 4 000 à 40 000 rénovations par an. Nous proposerons aux copropriétés privées une dizaine de marchés types de rénovation, clés en main, avec un accompagnement pour accéder aux aides de l'Agence nationale de l'habitat, avec une aide supplémentaire de 2 000 €. Et je financerai aussi le remplacement de toutes les chaudières au fioul d'ici la fin de mon mandat. Côté urbanisation, cela consiste à rompre avec la politique de bétonisation. Bétonisation portée par les équipes d'Anne Hidalgo. On ne siffle pas. Jamais merci. On se contente de constater. Et je vous l'annonce le plus simplement du monde, les projets de tours, l'hyperdensification dans Paris, c'est fini. Et la bétonisation de Bercy-Charenton, c'est fini. Celle du quartier Austerlitz, c'est fini. Celle du TEP Ménilmontant, c'est fini. Et en lieu et place de chacun de ces projets, on donnera leur chance aux projets qui émaneront d'où? De vous,
de la consultation des habitants, qui bien souvent savent le mieux comment utiliser leurs espaces. Chaque arrondissement comptera au moins un quartier apaisé, piétonnisé et végétalisé. Par exemple, autour de l'église Ménilmontant dans le 20e, ou le quartier Ourcq-Villette dans le 19e, le quartier Europe dans le 8e. Le 8e est en forme aujourd'hui. Mais tous, vous aurez tous vos quartiers. Parce que chacun a droit, à côté de chez soi, à profiter de la nature. Et des arbres, des arbres, des arbres, comme je l'entends au premier rang. Chacun a le droit de trouver, à portée de ses pas, un lieu de respiration, au propre comme au figuré, préservé du tumulte de la circulation et du bruit, accueillant pour les plus jeunes comme les plus âgés. De la nature, nous allons aussi en mettre dans toutes nos écoles. Végétaliser les cours et les menus des cantines. En généralisant les circuits courts et les alternatives végétariennes dans les cantines scolaires. Dans ce nouveau Paris que je suis fier de vous présenter ce soir, 3 grands aménagements changeront notre rapport à la ville. Une première promenade traversera et ouvrira Paris en reliant la Seine au Stade de France, via le canal Saint-Martin et le boulevard Richard-Lenoir. Fermez les yeux et imaginez-vous faisant la promenade. En reportant le trafic routier sur une des rives du canal et du boulevard, on libérera plus de 13 hectares, presque la superficie du parc de Bercy. Et, à l'occasion, on remettra au jour le canal sur la section couverte au début du XXe siècle, jusqu'au boulevard Voltaire. La seconde promenade s'étirera sur une bonne partie des 32 km de la Petite Ceinture. Elle sera aménagée pour les balades et les mobilités douces. Ce sera aussi un lieu touristique, culturel et social. Un lieu dans lequel il fera bon se promener. Et ce sera aussi un lieu efficace pour participer à la mobilité vélo. Merci les enragés du vélo. Ils sont là, c'est bien. Et la troisième promenade, depuis le temps qu'on l'attend, reliera le bois de Vincennes au bois de Boulogne. L'écologie est transverse, elle est vitale. Pour s'accomplir, elle doit être pragmatique et méthodique. Mais elle ne peut pas être seule. Car préparer 2030, c'est aussi s'attaquer à 2 immenses chantiers qui, disons-le, sont historiques. Agrandir Paris et remettre l'éducation au cœur du projet social. Le dernier agrandissement de Paris date du XIXe siècle. En 1860, des communes comme Belleville, Charonne, La Villette, Auteuil sont devenues des quartiers de Paris. Chacune a conservé sa singularité et sa fierté. Chacune a donné à Paris, outre son territoire, un supplément d'âme. Qui ici habite dans l'un de ces nouveaux quartiers ? Oh là là, vous ne le savez pas, beaucoup ne se sont pas posé la question, mais une majorité d'entre vous habitent dans un Paris qui, en 1860, n'était pas encore Paris. Et symboliquement,
Paris abattait en 1860 le mur des fermiers généraux qui le séparait des communes limitrophes. Aujourd'hui, il n'y a plus de murs, plus de fortifications, mais encore trop de barrières physiques, mentales et administratives. Aujourd'hui, le périphérique constitue une fracture géographique entre Paris et sa couronne, alors même qu'un tiers des actifs travaillent en dehors de Paris. C'est un vrai enjeu politique. De quelle politique ? La gauche s'est convertie à la police municipale et la droite à l'écologie urbaine. Les clivages qui nous empêchent ne sont plus ceux de l'ancien monde. La vraie ligne de césure aujourd'hui est là, entre ceux qui défendent contre ses voisins un Paris aux frontières inamovibles et ceux qui le voient grandir au-delà, avec ses voisins. Nous devons abattre ces barrières et dépasser ces clivages, parce que logement, circulation ou pollution, rien de ce qui se préoccupe ne peut se résoudre dans l'isolement. Notre génération verra ce Paris agrandi, fusionné avec les communes limitrophes volontaires. J'en fais un objectif de la décennie qui s'ouvre. Outre tout notre travail de conviction, de dialogue et de négociation, je propose qu'on donne de la chair au projet. Je propose d'investir 300 millions d'euros dans les services de proximité en première couronne. Des places en crèche, des espaces verts, des pistes cyclables, des logements abordables, l'implantation de commerces, de tout ce qui fera la vie de ce nouveau Paris. Nous allons réaménager le périphérique, démultiplier les passerelles pour les mobilités douces et réserver à terme une voie de circulation au covoiturage et aux transports en commun. Après les adeptes du vélo, nous avons les adeptes du covoiturage qui se sont manifestés. Si vous m'apportez votre confiance et que je suis élu, je proposerai au président de la République de simplifier le millefeuille en passant de 5 à 3 échelons. Région, métropole, Nouveau Paris, dont on clarifiera les missions. Et de mon côté, je donnerai des pouvoirs aux maires d'arrondissement sur tous les sujets du quotidien et de l'aménagement, que ce soit la propreté, la voirie ou l'urbanisme. Pour que enfin, le maire d'arrondissement soit un vrai maire. Un maire de proximité, garantissant l'efficacité et la démocratie. Pas de Paris sans mixité, pas de Paris sans brassage. Le nouveau Paris doit rompre avec une politique qui, sans l'avouer, pousse les pauvres en banlieue. J'investirai dans 25 000 nouveaux logements sociaux pour atteindre enfin l'objectif de 25% de logements sociaux fixé par la loi. Et nous réserverons 3 000 logements sociaux, c'est-à-dire 1% du parc, aux situations de grande misère, en lançant résolument un plan logement d'abord qui a fait ses preuves dans bien des villes pour réduire drastiquement le nombre de personnes à la rue. Le deuxième grand chantier, c'est l'éducation. La mère de toutes les batailles. Rien de plus transverse que l'éducation, rien qui devrait être moins cloisonné. Et pourtant, commençons par casser les cloisons entre l'éducation, les sciences, la culture et les arts. Et je le dis devant deux personnalités qui ont tant fait pour casser ces cloisons. Yvan Levaille et André Manoukian.
Donnons l'accès dès le plus jeune âge à la connaissance, à l'esprit d'innovation, à ce que Robert Musil appelait le sens du possible. Insufflons de la curiosité et de l'enthousiasme. Nous créerons 6 000 nouvelles places d'accueil collectif, dont 4 000 en crèche et 2 000 en maison d'assistants maternels. Dans tous les arrondissements, les règles d'attribution seront fixes et transparentes. Et je consulterai les Parisiens pour remettre à plat les activités périscolaires, en privilégiant l'apprentissage des langues, de la musique, des sciences récréatives. Donnons-leur d'avis, donnons-leur l'envie d'apprendre et le goût de comprendre. Et sans négliger les nouveaux usages indispensables aux générations de demain. Le codage informatique, la compréhension de leurs données personnelles, n'est-ce pas, Laurence? Inspirons-nous de l'exemple de la main à la pâte, ce beau projet pédagogique créé par des prix Nobel engagés dans la société. Ces prix Nobel qui étaient Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak, comme dans cette expérience emblématique dans laquelle ils sont en ce moment en train de travailler avec des jeunes du quartier de la Goutte d'Or, en coopération avec Sorbonne Université, pour offrir à tous nos quartiers le meilleur de ce que la science à Paris sait faire. On ne guérit jamais d'avoir enseigné, d'avoir transmis. J'ai attrapé le virus à l'École normale supérieure, à Paris et à Lyon. Je l'ai nourri à Berkeley, à Princeton et ailleurs. J'ai découvert la fierté en coulisses du professeur le jour où l'un de mes élèves, Alessio Figalli, a reçu à son tour la médaille Fields pour ses travaux sur la théorie du transport optimal. Et je le salue ce soir. Et je pense à lui et je pense à tous mes élèves quand je pense aux petits Parisiens à qui nous devons transmettre. Et bien sûr, tous les petits Parisiens ne deviendront pas professeurs de mathématiques, mais tous ont droit à une éducation d'excellence. Et tous, sans exception, en ont besoin pour affronter l'économie du XXIe siècle. Aujourd'hui, il est inconcevable de constater, entre un collège de l'Est et un collège de l'Ouest, de tels écarts de réussite scolaire. Nous ne pouvons l'accepter. On sait que sur le plan de l'apprentissage du langage notamment, ces inégalités se dessinent dans les 1000 premiers jours pour s'aggraver ensuite. C'est pourquoi je propose l'accueil en collectivité dès l'âge de 2 ans dans les quartiers populaires. Et je propose aussi de créer le programme Vacances pour tous, avec des séjours croisés, pour que chaque enfant de Paris puisse découvrir d'autres régions de notre pays et s'ouvrir à d'autres horizons. Et je propose qu'on ouvre une école internationale bilingue, à l'image de l'école européenne de Strasbourg, et qu'on l'installe dans le nord-est parisien. Pour la culture aussi, tout se joue dès l'enfance. Dès qu'un enfant a la chance de pouvoir dessiner, peindre, jouer d'un instrument, découvrir le théâtre, il ou elle cultive une sensibilité qui lui donnera accès à la culture, à toutes les cultures. Prenons l'exemple d'une initiation précoce au codage informatique. Certains y attraperont le virus et programmeront, et les autres en conserveront cette familiarité pour une connaissance qu'on appelle culture. Inspirons-nous de Toulouse. De maternelle en 3e,
les enfants y participent à un projet d'éducation artistique par an. On sait, mes chers amis, que Paris se nourrit des territoires, des provinces, et que les bonnes idées sont partout. Nous créerons à Paris le passeport pour la culture et les arts. L'idée, c'est de composer une centaine de parcours sur des thématiques variées, parmi lesquelles les enseignants parisiens feront leur choix. Le patrimoine, l'architecture, le livre, le spectacle vivant, la musique, le cinéma, le dessin, la photo. Je le dis ici en présence de personnalités du cinéma comme Isabelle Gibalardi, de l'architecture comme Michel Cantal ou de la bande dessinée comme Edmond Baudouin. Sans oublier, bien sûr, la culture scientifique, le mariage entre les sciences, la technologie et les arts. Chaque élève suivra un parcours par an à la rencontre d'artistes et de professionnels de la culture, à la rencontre de son propre talent peut-être, je le souhaite. Et je souhaite aussi que les enfants puissent faire une immersion dans un établissement culturel, qu'ils puissent aller en classe pendant une semaine dans un théâtre, dans un opéra. Offrons-leur l'accès à toutes les richesses de Paris. Créons sur l'île de la Cité un musée vivant à la gloire de tous les métiers à l'œuvre dans la reconstruction de Notre-Dame, de l'archéologue au charpentier, de l'historien au tailleur de pierre, de l'ingénieur au vitrailliste. Et n'oublions pas, oui, pour Notre-Dame qui a tant besoin qu'on veille sur elle avec tous nos talents. Et n'oublions pas la rénovation de notre patrimoine. Je pense à certains bâtiments, certaines églises qui réclament un plan de sauvetage. On pourrait continuer si longtemps, mais je ne résiste pas à vous parler de la maison des mathématiques, dans laquelle j'ai mis toute mon âme, qui ouvrira en 2021 dans un bâtiment de Sorbonne Université, dans l'ancien laboratoire de Jean Perrin, et qui incarnera le lien étroit entre les mathématiques, l'innovation et la culture que j'appelle de mes vœux. Mes amis, ce soir, c'est une nouvelle campagne qui commence. Je vous regarde et chacun de vous me rappelle une autre Parisienne, un autre Parisien. Des témoignages et des coups de gueule, de la détresse et de l'espoir. Tout ce que j'entends, tout ce dont je pétris mon projet et ma détermination depuis 6 mois. Ce projet, jamais je ne me suis posé la question de savoir s'il était de droite, s'il était de gauche. Jamais je ne me suis posé la question de savoir si vous étiez de droite ou de gauche. Bravo. Nous partagions une vision et des valeurs. Aujourd'hui, nous partageons un espoir et un enthousiasme. Et la campagne et le rush final et l'action, c'est maintenant. Faites-le savoir. Notre programme est clair. Il est complet, budgété. Et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Faites-le savoir. On va gagner. On va gagner. Il a cité Victor Hugo. Paris est, sur toute la terre, le lieu où l'on entend le mieux frissonner l'immense voilure du progrès. Le progrès. Le progrès, mes amis, c'est la rencontre de la science et de l'âme, de la technique et du sens.
c'est le moteur de ma vie, c'est le moteur de Paris. Lisez et faites lire nos idées, nos projets, l'esprit et la mécanique de ce que nous allons construire. Dites aux Parisiens que nous allons ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la ville et construire une nouvelle majorité de projets. Montrez aux Parisiens qui ont voté à droite combien la gestion et la reprise en main de notre ville nous est importante. Montrez à celles et ceux qui ont voté à gauche à quel point nous plaçons l'éducation et la solidarité au cœur de notre projet. Et montrez à tous ceux, à toutes celles qui placent l'écologie au cœur de tous les enjeux que c'est aussi là qu'elle se trouve, au cœur de notre programme et dans tous ses aspects. Montrez à ceux qui ne votent plus, ceux qui désespèrent de la vie politique, que cette fois, et pour la première fois depuis 20 ans, le jeu est ouvert à Paris et le changement à portée de leur voix. Et dites à tous qu'ensemble, mes amis, nous allons rallumer la ville lumière. Villani, Paris, Villani. Et pour la rallumer, j'appelle mes 16 autres têtes de liste à me rejoindre sur scène. Anne Le Breton, Mao Péninou, Olivia Andrès, Manon Laporte, Isabelle Vendré, Thierry Keller, Pierre Henry, Bouchra Nazal, Patrick Rebourg, Amir Ben Merzoug, Géraud Guibert, Anne-Sophie Copin, Assia Meda, Lucas Elalouf, Paola Forteza et Ryan Nezar. Et merci à vous. Ce soir, ne craignez pas de gaspiller l'énergie. En avant! Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Demain, après-demain, tous les jours, 38 jours pendant lesquels nous ne ménagerons pas nos peines et nos efforts. Bravo, joie! Her heart said goodbye. Now I'm standing
in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Our world torn asunder. Said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.